Espace TV, le 22h. C'est avec un plaisir exquis, mesdames et messieurs, que je vous retrouve pour cette nouvelle édition du 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Un mort et un suspect placé en quarantaine. C'est le bilan de la fièvre hémorragique Lassa. Cette fièvre hémorragique virale aiguë est proche d'Ebola. L'Agence nationale de sécurité sanitaire annonce être à tous les fronts pour contenir sa propagation. Nous irons découvrir le quotidien des étudiants étrangers dans les universités publiques depuis la suppression des dortoirs. Vous le verrez, nombre d'entre eux tirent le diable par la queue. Et puis question, que deviennent les 1639 soldats formés sous la transition militaire à Kissidougou? Alors que le ministère de la Défense annonce de nouveaux recrutements, ces agents donnent de la voix et invitent le chef de l'État à se pencher sur leur sort. Un cas de mort et un suspect placé en quarantaine, c'est le bilan actuel de la fièvre hémorragique Lassa, détecté le 28 janvier dernier dans la région de Mamou. L'Agence nationale de sécurité sanitaire est à pied d'œuvre depuis l'annonce de l'épidémie pour circonscrire la maladie. Mariam Fodé Camara, la Médicila. Le premier cas de la fièvre Lassa a été détecté le 28 janvier dernier. C'est un jeune homme de 35 ans qui aurait quitté Kissidougou pour Mamou pour des soins et qui a succombé à la maladie. Un autre cas suspect est actuellement recensé et placé en quarantaine pour une période de 21 jours. Le directeur national de la sécurité sanitaire fait l'état des lieux. Notre équipe basée à Mamou a détecté un cas de fièvre hémorragique, malheureusement qui est décédé le lendemain le 29 janvier. Dont les prélèvements ont révélé la présence du virus Lassa dans son sang. Comme le malade en question résidait à Kissidougou, et on a alerté notre équipe de Kissidougou qui nous a envoyé aussi un échantillon d'un cas suspect qui est isolé dans notre centre de traitement épidémiologique. Depuis l'annonce de la maladie, la direction a pris des mesures. Une équipe multisectorielle est déjà mise en place pour recenser les contacts suivant l'itinéraire de la victime dans les régions de Kissidougou et Mamou pour limiter la propagation de la maladie. On a les ressources humaines et les moyens de déplacement nécessaires pour conduire, chercher les contacts. On est en train d'acheminer actuellement des raticides pour les familles où il y a les contacts pour que chacun puisse les mettre dans son habitation. La maladie à virus Lassa, dont la période d'incubation se situe entre 2 à 21 jours, circulait depuis 2013 dans l'écosystème guinéen. Dr Sakoba invite toute la population en général et en particulier celle des zones de Kissidougou et Mamou à respecter les mesures d'hygiène telles que relayer le message de sensibilisation. Chacun doit veiller à ce que dans sa famille, qu'on applique les mesures de barrière sanitaire, le lavage des mains et les soins, et surtout lutter contre les rats en domestiquant un chat ou en utilisant les raticides. Dans le même sillage, le cancer constitue aujourd'hui l'une des premières causes de mortalité, mais qui fait moins parler de lui alors qu'il tue de façon silencieuse, selon le professeur Bangali Traoré, chef d'unité de chirurgie et de cancer au CHU de Donka. Plus de 8000 nouveaux cas de cancer sont détectés en Guinée par an. Mouminato Sidibé, Abdoulaye Kamara pour le reportage. Le cancer devient peu à peu un fléau en Afrique. En Guinée, plusieurs personnes meurent de cette maladie par manque d'informations ou de moyens. Avec le progrès de la médecine et quand il est pris en charge très tôt, les chances de survie peuvent augmenter quel que soit le type. Tous les types de cancers qui existent ailleurs existent en Guinée. Et l'information qui circule autour, c'est que c'est une maladie qui est mortelle. C'est-à-dire, cancer égale décès. Non, c'est totalement différent. Avec le progrès aujourd'hui de la médecine, on peut détecter précocement des cancers aujourd'hui, traiter et guérir les patients. Selon le professeur Bangali Traoré, les cancers en général naissent de cellules au départ saines et qui deviennent anormales suite à l'accumulation d'altérations dans leur patrimoine génétique. L'un des risques de facteurs de la maladie est la cigarette et l'exposition de la peau au soleil, indique-t-il. Des facteurs favorisants qui sont évitables.
Alors, quand je prends les facteurs favorisants, le tabac est responsable de plus de 80% des cancers. Il faut lutter contre le tabac. Le service de cancérologie de l'hôpital Jean-Paul II reçoit une centaine de cas de maladie du cancer. Cette vieille dame est atteinte du cancer du foie. Pour conclure, ce professeur en médecine lance un appel aux autorités sanitaires afin que des campagnes d'information soient effectuées pour parler des risques, mais aussi des moyens de dépistage du cancer. 185 motos, des médicaments et des équipements, c'est le don que l'UNICEF vient de faire aux 40 communes de convergence pour les activités des agents de santé communautaires et des relais communautaires. Le coût total de l'offre est estimé à plus de 3 milliards de francs. La cérémonie a eu lieu ce lundi à Conakry en présence des cadres du ministère de la Santé et ceux de la décentralisation. Le reporter Abdoulaye Sadou Diallo et Alaj Aliouba nous font le point. Merci. L'UNICEF prouve sa largesse à la Guinée. L'institution vient d'offrir 185 motos à 185 agents de santé communautaires relevant des 40 communes de convergence. Des produits médicaux et autres équipements sont aussi mis à disposition pour contribuer au traitement de toutes les maladies telles que prescrit dans la lettre de politique de santé communautaire. Ce geste évalué à des milliards de francs guinéens vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de transfert de compétences aux collectivités. Le montant de cet appui de l'UNICEF équivaut à plus de 3 milliards 400 millions de francs guinéens. Ceci représente une contribution pour permettre que dans toutes les familles des 40 communes, les relais communautaires auront les médicaments à leur disposition. Le ministre de la Santé, dont le département est le bénéficiaire direct, a tenu à exprimer sa joie envers l'UNICEF. Devant l'octroi de ces moyens, des moyens roulants et des médicaments, nous ne pouvons que dire merci aux heureux donateurs. Quand les collectivités bénéficient, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ne peut rester indifférent. Nous avons 1800 relais communautaires. Nous avons 185 agents de santé communautaire qui aujourd'hui donc trouvent leur compte au nom de ces enfants de Guinée, de leurs familles respectives. Soyez-en vivement remerciés. Ce don permettra de couvrir une population sanitaire estimée à plus de 2 millions. Le partenaire promet de se battre en faveur de la Guinée et de ses enfants. Lancement des opérations de remise de barques pour la pêche artisanale à Dubreka, c'était ce week-end. Ces barques sont destinées à tous les débarcadères installés en République de Guinée. Cette cérémonie a été présidée par le président Alpha Condé. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Koroya Bokoroma. Des navires de pêche artisanale pour les débarcadères, le président de la République décide d'en offrir aux pêcheurs. Les débarcadères de Kaloum, Bonfi, Bessia et Kapro dans la capitale, Dubreka, Kokoudé, Kamsar, Koba Taboria et Kasek pour l'intérieur du pays vont être fournis. En tout, 500 navires artisanaux seront distribués. En attendant, annonce le président, les banques vont accompagner les groupements de jeunes. Organiser les jeunes à ce qu'on appelle groupement d'intérêt économique. C'est-à-dire qu'ils s'organisent à peu près 10, 12 et on leur donne la pirogue. La banque finance et quand ils pêchent, une partie leur revient et une partie sera remboursée à la banque. La pêche artisanale participe au développement économique et contribue à la sécurité alimentaire. Le secteur est aussi pourvoyeur d'emplois. Elle fournit plus de 100 000 tonnes de poissons directement déversés sur les différents marchés de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. Emploie 28 114 pêcheurs, 22 352 fumeuses de poissons et marieuses,
repartis entre 235 débarcadères le long du littoral. Globalement, la pêche artisanale fournit près de 200 000 emplois directs et indirects. Les bénéficiaires accueillent à bras ouverts le geste du président. Comme le ministre des Pêches, il souligne les défis qui s'opposent au secteur de la pêche artisanale. Même si vous n'aimez pas le singe, s'il vous enlève les poux de la tête, reconnaissez-lui au moins ce bienfait. Le secteur reste encore confronté à l'insuffisance d'infrastructures d'accostage, de mise à terre, de conservation et distribution. Le président de la République a profité pour dénoncer le comportement de certains cadres qui engagent l'État dans des contrats douteux avec des entreprises étrangères. Les enjeux du développement de la riziculture en débat au ministère de l'Agriculture ce lundi à Conakry. Cadres du département et acteurs de la filière se sont penchés sur les différentes approches culturelles pour booster la production de cette céréale très prisée en Guinée. Malik Sengana Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. L'ancien document sur la stratégie de développement de la riziculture date de 2008. Nous sommes en 2019, soit plus d'une décennie d'intervalle, d'où la nécessité de réunir une vingtaine de cadres du ministère de l'Agriculture et des autres acteurs de la filière pour réviser ce document. Le contenu de la stratégie, c'est tout ce qu'il nous faut pour pouvoir arriver à nous autosuffire, à produire suffisamment de riz pour le pays. Donc ça comprend tous les éléments en ce qui concerne la production des semences, les variétés de semences qu'il faut, les superficies à aménager, quelle quantité de superficie il faut mettre en valeur pour que nous puissions atteindre l'objectif assigné à la stratégie. Sur le marché guinéen, dans les foyers, c'est le riz importé qui est prisé. La production locale est insignifiante ou moins convoitée. Elle ne résiste pas tout de même à la concurrence. Un aspect que les spécialistes de l'agriculture vont tenter de résoudre. D'abord, comme je vous ai dit, l'approche que nous allons développer, c'est ce que nous appelons l'approche RICE. R-I-C-E surtout parce que nous sommes dans le riz. R, c'est la résilience. Faire de sorte à ce que le système de production soit résilient par rapport aux facteurs externes, que ce soit les changements climatiques, que ce soit un peu de trucs. Et là, nous allons essayer de maîtriser d'abord l'eau, faire de sorte à ce qu'en Guinée, on puisse produire, avoir 2 systèmes de production dans l'année. Faire en sorte également qu'on puisse avoir des variétés tolérantes et faire en sorte que ces variétés répondent au goût des Guinéens. Deuxièmement, le I, qui viendra après le rice, RI, le I, c'est l'industrialisation. Toute la quantité de riz qui sera produite ici en Guinée doit être transformée ici en Guinée. Troisièmement, le C, c'est pour la compétitivité. Faire en sorte que le riz guinéen soit compétitif. Les participants feront à la fin de cette rencontre des recommandations pour l'amélioration de la production du riz. La Guinée pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté son bilan ce lundi dans le cadre de la série des comptes rendus relatifs aux activités gouvernementales, une initiative expression de la volonté du chef de l'État qui vise à partager avec les populations la vision et le programme de développement exécuté par le régime Condé. Abdoulaye Yerobaldé a d'abord dressé le constat de l'enseignement supérieur avant de mettre l'accent sur les réformes apportées et les perspectives pour l'amélioration du niveau de la formation dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Idrissa Bari, Yacouba Traoré pour le compte-rendu. À l'entame, Abdoulaye Yerobaldé a commencé par faire un état des lieux. Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Guinée était caractérisé par un manque d'équipement, la non-maîtrise des effectifs, l'inadéquation des programmes de formation aux besoins du marché de l'emploi et de vision pour une meilleure qualification du capital humain, a indiqué le ministre. Et c'est pour cela qu'il a mis le système d'enseignement, puisque lui-même, avant, il a dit que notre système éducatif est malade. Donc il a mis tous les moyens, il a mis l'enseignement au cœur du dispositif de transformation de la Guinée. Et d'ailleurs, c'est l'un des piliers, le développement du capital humain, c'est l'un des piliers du PNDS. Depuis 2010, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a engagé plusieurs réformes à travers 6 axes prioritaires. Il s'agit de l'amélioration du système et des institutions,
de l'accès et de l'équité, des compétences et la motivation du personnel, de la promotion de la coopération universitaire, scientifique et technique, du renforcement du financement et de la diversification des ressources et enfin le développement de la qualité des enseignants, des apprentissages et de la recherche. Dans ces réformes, le ministère a réussi le recensement biométrique des étudiants qui a permis de détecter 30 000 étudiants fictifs. Conséquence de cette opération, le département a économisé la somme de 300 milliards de francs guinéens. L'ouverture d'écoles doctorales et aussi la professionnalisation des filières, qui est cette procédure très importante pour nous, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller à l'université, juste pour aller à l'université. Il faut qu'à l'issue de vos études, à l'issue des études, les étudiants puissent trouver un emploi. Donc nous avons commencé depuis un bon moment cette pratique-là. Nous venons d'ouvrir cette année à Sonfonia la filière transport logistique, mais avec le privé. Dans le chapitre des perspectives, Abdoulaye Robaldé précise que son ministère compte poursuivre le développement des infrastructures, l'élaboration de la politique nationale et de l'innovation. En termes de financement, le ministère de l'Enseignement supérieur compte mettre en place un fonds national de l'enseignement supérieur. Dans ces programmes, l'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale annonce l'introduction d'un projet de loi sur le service militaire dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Question: dans quelles conditions étudient les pensionnaires des universités publiques depuis la suppression des dortoirs en 2007? Pour le savoir, nous nous sommes intéressés à la vie de quelques étudiants étrangers à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés liées à leur logement hors du campus. La charte du coût des loyers est telle que ces étudiants plaident pour le retour des dortoirs dans les campus. Ces étudiants sont camerounais, tchadiens, comoriens à majorité. Malik Sengana Kamara et Mohamed Al-Hussein Kamara sont allés à leur rencontre. La vie estudiantine en Guinée, c'est la croix et la bannière. Dans les universités, c'est le sauve qui peut, depuis la suppression des campus. Se trouver un logement dans le quartier n'est pas chose aisée à cause des coûts exorbitants des loyers. Telle est la situation des étudiants étrangers venus en Guinée pour les études. Comme il y avait des aînés déjà ici, des gens qui avaient fait des années, j'ai cherché à cohabiter d'abord avec quelqu'un. Donc j'ai fait 2 ans. Et juste après ces 2 ans, j'ai essayé de chercher maintenant à quitter un peu. Je suis allé vers Nongo. Bon, les conditions, c'est pas tellement ça. Il faut dire que c'est difficile. Surtout sachant que là, tu n'es pas dans ton pays. Au début, quand j'habitais à Kaporo, c'était vraiment difficile à cause du problème d'embouteillage. Surtout quand on faisait les cours de l'après-midi. C'était pas facile pour nous de retourner à la maison. Mais présentement, je suis tout près là, à Dixine. Dixine, c'est vrai que c'est proche de l'université, mais il y a beaucoup de personnes, donc des fois il y a beaucoup de bruit, tu ne peux pas réviser à la maison, tu es obligé d'aller à l'université pour pouvoir réviser. Nous avons rencontré cette étudiante en médecine de nationalité camerounaise à son domicile à Dixine. Les évaluations sont programmées, c'est le temps pour elle de réviser. Ses premières années en Guinée pour les études ne lui ont pas été faciles. Aucun parent proche dans ces pays d'accueil. La nostalgie des siens était grande. Au début, ça a été difficile. Moralement, ça a été très difficile pour un début. De vivre seul, surtout quand on était beaucoup attaché à ses parents. Quand on vient dans un pays où on ne connaît personne et qu'on vit seul, on doit faire face à ces difficultés tout seul. C'est un peu... Au début, c'était très difficile, mais avec le temps, on s'adapte. Après les cours, les étudiants de différentes nationalités se retrouvent chez un ami pour passer du temps. Ils sont nigérians, tchadiens, béninois et autres. Certains, pour alléger la charge des parents, se lancent dans des petites activités rémunératrices de revenus. Moi, j'aime personnellement enseigner, en fait. Mon papa était enseignant, il faut dire que j'ai hérité ça de lui. Je m'adonne en fait à faire des cours de répétition dans des maisons pour les petits enfants qui ont besoin d'aide, de soutien et tout. C'est ce qui me permet en fait de gagner un peu plus ma vie en plus des cours et tout le reste. Ces étudiants étrangers souhaitent que les autorités éducatives pensent au retour des dortoirs dans les universités pour les faciliter la tâche. Une maison peut coûter 500 000, on vous demande de payer 2 ans, c'est beaucoup. S'il y avait des campus, un campus universitaire, ça allait être, je ne pense pas que ça pourrait être cher comme ça. C'est un fait en fait qui nous affecte beaucoup, surtout nous les étrangers. C'est non seulement difficile de rechercher, d'abord de commencer déjà à rechercher la chambre,
Maintenant, déjà trouver les moyens même de déjà payer, c'est un autre problème carrément. Il faut dire que ça nous gêne vraiment. Si ce système-là peut revenir, il faut dire que ça va vraiment nous aider. À l'université Abdelgamal Nasser de Conakry, ces étudiants étrangers apprécient la qualité des cours dispensés malgré les difficultés endurées. Les 1639 soldats formés en 2009 à Kishidougou estiment être laissés pour compte par l'État. Depuis leur formation en 2009, aucune solution n'a été envisagée par l'État pour leur enrôlement. Ce lundi, quelques éléments formés se sont confiés à la presse. Ils sont véhiculés d'ailleurs un message à l'endroit du chef de l'État, Mohamed Valektoré, Abdoulaye Kamara. Aujourd'hui, tous nos amis des autres centres sont tous pris en charge, sont matriculés mutés, d'autres, voilà, ils ont eu des avancements. Mais nous qui sommes de Kishidougou, jusqu'à présent, nous sommes sans situation, sans matricule. Donc c'est pourquoi nous sommes venus lancer un appel à l'endroit précisément du président de la République, qui est le président de père de la nation, et le commandant en chef des forces armées, et le ministre de la Défense, les hauts cadres de l'armée, vraiment qui fassent face à notre dossier. Parce qu'il y a un recrutement général qui est en cours. Alors, il faut que la priorité soit donnée au dossier de Kishidougou, aux soldats de Kishidougou, qui sont là, qui ont été formés durant 2 ans, et qui sont sans matricule, malgré les démarches que nous avons menées. Nous avons envoyé des courriers à la présidence, nous avons envoyé des courriers à la défense, au ministère de la Défense, à l'Assemblée nationale, sur le médiateur, à l'état-major, même les personnes, les responsables religieux. Nous les avons adressé des courriers afin que nous puissions être enrôlés comme les autres. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait et nous apprenons que vraiment tous les soldats recrutés en 2009 sont tous pris en charge. Alors que cela veut dire que nous n'étions pas recrutés en 2009, or nous avons été recrutés au même temps que les autres, nous avons suivi la même formation. Vouloir recruter des soldats pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont eu la formation durant 2 ans, et vraiment qui demandent à ceux qui sont matriculés. Vraiment, je crois qu'on devrait donner la priorité aux soldats de Kishidougou. Nous sommes le nombre de 1669. Un petit détour à l'intérieur du pays. Le 14 décembre dernier, des femmes manifestaient pour réclamer une ancienne mine de diamants qu'exploitait la société Arédor dans la sous-préfecture de Banankoro. La manifestation s'est soldée par d'énormes dégâts matériels enregistrés par la société Guiter Mining. Suivez ce reportage signé Babou Kondé. Machines et camions calcinés, véhicules de service caillassés, magasins et bureaux pillés et vandalisés. C'est le visage qu'affiche la base logistique de la société Guiter Mining dans la sous-préfecture de Banankoro. Ceci après la visite d'une foule en colère le 14 décembre dernier. Si l'impunité est là, si le gouvernement n'a pas pris de responsabilité face à ce qui s'est passé, donc les gens vont se sentir encore prêts à bondir sur le peu que nous avons envoyé. Cet important dégât matériel fait suite à une réclamation, dit-on, des femmes pour obtenir ce tamas de sable laissé par l'ancienne société d'exploitation du diamant, Arédor. À ce jour, c'est le principal site d'exploitation artisanale des villageois. Les femmes à l'origine de cette manifestation s'expliquent. Le sable, on a tout fait, impossible. On a fait 3 voyages. C'était le 4e voyage maintenant que les bonnes aussi s'est révoltées, puisqu'on a faim, on n'a rien. Tous les jours, on voit seulement que notre enfants, des cadavres viennent du Sigirin, Kouroussa, Mandiana, ainsi de suite. Cette exploitation à caractère artisanal se passe ici, dans le nid du fleuve Baoulé, affluent du Milo. Les conséquences ne se feront pas attendre si l'on se espère en environnement. Nous réclamons l'électricité, mais sans pour autant, sans qu'on sache qu'il n'y a pas d'électricité s'il n'y a pas de rivière. Donc la conséquence là d'ailleurs n'est pas, je vous garantis ça tout de suite là, si nous continuons comme ça, vous avez vu déjà ces montagnes de sable, si tout ça là doit être déversé ici, vous voyez ce que ça va faire. La société civile venue constater les dégâts a tout d'abord rencontré la communauté et ensuite effectué une visite de terrain sur les installations de la société. Le président pays de la jeunesse CEDEAO Guinée déplore ces violences
et interpelle le gouvernement. Que l'État prenne ses responsabilités en tant qu'État, en tant que chef suprême. Il va falloir que les violences soient condamnées, que les violences soient sanctionnées, mais créer d'autres choses pour nous éviter ces violences-là en répétition, pour que les zones minières ne soient pas forcément des foyers de tensions en répétition. Selon le secrétaire général de la préfecture de Kerouané, Guiter Mining s'acquitte mieux de ses obligations face à la communauté. Retour à Conakry pour parler du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre du député Aboubacar Souma qui remobilise ses troupes après la débâcle des élections communales. Militants, sympathisants et responsables politiques étaient en assemblée générale ce week-end à la Camaïenne. Tous se sont fixés un objectif commun, s'offrir la part du lion lors des prochaines échéances électorales. Djibril-Ba, Yacouba Traoré. Aboubacar Souma, premier responsable du parti, confère en apothéose avec ses militants. À son siège, l'ambiance est à son comble. La mobilisation a tout d'une campagne électorale. Si nous l'avons créé, c'est parce que nous ne voulons pas être remorqués par un parti politique qui a un langage le matin, la nuit, ce n'est pas le même langage. Applaudissez! Les communales sont désormais derrière le parti GDE. Son leader, après avoir été battu à la mairie de Dixine, affiche des ambitions. Nous ne nous battons pas pour quelqu'un, non plus pour un parti politique. Nous nous battons pour conquérir le pouvoir suprême de la nation. Cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire des alliances politiques si cela est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, nous ne le ferons pas. Aboubacar Souma est parmi ces nombreux politiques déçus et frustrés par leur parti d'origine avant de décider de créer leur propre formation politique. À l'occasion de chaque rencontre avec ses militants, il charge ses adversaires. Il faut maintenant le discours de la vérité en Guinée. Un discours qui rassemble les Guinéens. Un discours qui met au travail les Guinéens. Un discours qui respecte et responsabilise les Guinéens. C'est ce discours désormais qu'il faut écouter. Le président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre finit ses propos en annonçant une grande surprise à venir à la fin de cette année. La deuxième édition de Allen FOP Tour a démarré ce 2 février 2019 à la Maison des Jeunes de Pita. Face à la population de Pita, les 5 animateurs de cette émission similaire aux Grandes Gueules ont abordé des sujets d'ordre socio-politique avec les élus locaux et les dirigeants de la préfecture. Le retour de Pita, Abdourahmane Ba, Tierno Sadouba et Alcini Kamara nous donnent plus de détails. C'est dans cette salle de la Maison des Jeunes de Pita que se tient l'émission Allen FOP qui fait trembler les politiques dans la région du Fouta Djallon. 17 h, la salle est déjà pleine. Ainsi peut commencer les débats avec les invités sur le plateau. Le bilan des députés au mandat déjà expiré, l'état actuel de la préfecture et quelques sujets divers ont marqué les échanges entre dirigeants et dirigés. Ce qui nous a soulagé, les jeunes de Pita qui étaient là, ils ont eu l'occasion de poser des questions directement à ces autorités qui étaient obligées bien sûr de répondre parce que c'est une émission grand public. Donc on est sûr qu'on a rempli notre part du contrat pour ce qui est en tout cas de faire avancer le débat, de faire le débat d'ailleurs dans cette préfecture de Pita. Une émission très similaire aux Grandes Gueules, mais les débats tenus en langue poulard lui accordent plus de proximité avec les populations locales. Il y a eu des questions, il y a eu des réponses, même si ce n'est pas tout ce qu'on voulait entendre, mais le minimum, quand je prends exemple le maire, moi quand vous me demandez, c'est lui qui nous a satisfait, on peut accepter même si ce n'est pas ce qu'on voulait avoir. Aller au contact avec les populations à la base, les mettre face à face avec leurs autorités et les cadres ressortissants de la localité, c'est le pari que tente de réussir le directeur général de la radio Espace Fouta. Il est important qu'après réaction de ces auditeurs, de cette population, que quand ils viennent à l'émission, qu'ils ressortent satisfaits.
qui se disent tiens, j'avais cette interrogation, mais finalement j'ai eu la réponse à mon interrogation. Parce que vous savez, c'est pas facile. Nous avons souvent des dirigeants qui sont très renfermés, donc ça fait que si on a une occasion comme ça où les dirigeants viennent s'expliquer et que les auditeurs eux-mêmes posent des questions directement à leurs responsables, je pense que si on a une satisfaction comme ça de la population, nous on aurait atteint notre but. Au monde des sports, après la Ligue guinéenne de football professionnel le week-end, c'est le tour de la Fédération guinéenne de football de réagir à la modification de l'article 32 du règlement du championnat national Ligue 1 et Ligue 2. La Ligue guinéenne de football professionnel avait en effet décidé de donner plus de liberté aux joueurs étrangers au sein des clubs guinéens en annulant la limitation du nombre d'étrangers par club avant de revenir sur cette décision controversée ce 1er février. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football explique les avantages d'une telle mesure avant de donner les raisons du rétropédalage de la Ligue Pro. Le colonel Aikoy Koivogui a été interrogé par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara. Quand on ouvre l'éventail pour dire que n'importe qui peut jouer, ça permet de la concurrence. Ce n'est pas parce qu'on est contre ou qu'on veut tuer le football guinéen, non. Mais il faut créer la concurrence. Et en créant la concurrence, on fait en sorte, on est en train de permettre aux clubs qui sont lancés dans les campagnes africaines d'aller plus loin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est dans cet esprit que les législateurs ont pensé qu'il fallait modifier. Mais on tient compte aussi de l'avis du public, de l'avis de la presse et de tout le monde. Des acteurs. C'est pourquoi la Ligue, après avoir décidé, pour un moment, de dire qu'on ouvre à tout le monde, c'est-à-dire que tu sois étranger ou guinéen, tu peux être recruté dans un club et jouer, faire valoir tes valeurs. Mais quand il y a eu, je sais pas moi, des gens qui ont de la remontrance, il y a eu, comment on appelle ça, des voix qui se sont levées pour dire que non, c'était pas bon, c'était de nature à gêner les sportifs guinéens. Les gestions ont pensé qu'il fallait revenir un peu. Mais je pense que l'un dans l'autre, moi je crois que tout va dans le sens de la performance du football guinéen. C'est donc sur cet élément que prend fin cette édition d'information au cadrage pour vous. Mohamed Al-Hussein Kamara était présent à la régie Mafata Sano, Nalay Sidibé, le tour donc sous la supervision technique d'Ali Kamay de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espacetvguinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.